Bonjour tout le monde et bienvenue à cet nouvel épisode du balado Les Chiffres. Ici Éric Grenier avec mon ami Philippe J. Fournier. Philippe, comment ça va? Bonjour Éric. Bonjour tout le monde. Très content de vous retrouver. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait un balado en français et je suis bien content. Nous avons des données à décortiquer. Nous avons des données de sondage, des résultats fédéraux. Nous avons plein de questions de nos membres auxquelles nous allons répondre à la fin de l'épisode. Éric, toi, comment vas-tu? Comment ont été les derniers jours pour toi? Ça va très bien, très bien. Le météo est excellent ici. Et c'est une bonne chose après un hiver qui était interminable. Mais je pense qu'on va commencer avec... on va aller un peu dans le passé parce que oui, on a eu des nouveaux sondages et tout ça, mais on a aussi une nouvelle première ministre, donc Christine Fréchette. Elle a été choisie à le congrès pour la CAQ la fin de semaine dernière. Oui. Et toi, tu étais là. J'étais là, à Drummondville. Ouais, c'était quoi tes impressions? Bon, ok. Je pense que tout ce qui a été dit sur le karaoké qui a été performé lors du congrès a été dit, donc je n'en rajouterai pas. Au moins, c'était préenregistré. Moi, j'ai pensé que c'était comme un karaoké qui était en direct. Non, c'était en direct. Il chantait sur la scène. J'étais là et je peux dire que c'était... Je pensais que c'était comme aussi un montage. Non, mais il y a eu des montages, mais les chansons étaient chantées en direct. Et c'était... Ils ont décidé que c'était une bonne idée de faire ça 2 fois. Okay. Écoute, il faut vraiment être courageux pour aller sur scène et commencer à chanter du Céline Dion parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir la voix de Céline Dion. Mais bon, parlons des résultats. Et donc, Madame Fréchette a remporté la chefferie de la CAQ par un score qui était, je dirais, un peu plus serré auquel je m'attendais. Bernard Drinville a eu 42% du vote, 58% pour Mme Fréchette, mais c'est une victoire claire et sans équivoque. Tu gagnes par 16 points, c'est clair. Mais moi, je m'attendais plus à un 65-35. Mais bon, il faut croire que l'équipe de Bernard Drinville a réussi à faire sortir son vote. Maintenant, nous savons que le nouveau cabinet de Mme Fréchette sera connu demain, mardi. Et je crois que jusqu'à maintenant, ça fait juste une semaine que Mme Fréchette a été désignée par son parti et maintenant première ministre assermentée, je crois que c'était mercredi. Il n'y a pas eu de couteau, il n'y a pas eu de révélation en coulisses ou des gens mécontents qui se manifestent parce que je crois que tout le monde attend de voir de quoi va avoir l'air le nouveau cabinet. Et Mme Fréchette a des défis devant elle parce qu'elle doit à la fois montrer de la nouveauté et elle ne peut pas non plus rejeter tout le cabinet qu'avait assemblé M. Legault. Elle a compté sur, je pense, c'était 40 députés de son parti qui l'ont appuyé pendant la chefferie. Du cabinet, et 16 du cabinet. Alors, tu peux pas mettre ces gens-là à l'écart, sauf qu'à la fois, lorsqu'on regarde les chiffres, et nous allons parler des sondages, la CAQ n'a pas juste besoin de monter de quelques points, la CAQ a besoin d'un petit miracle pour redevenir compétitive, et je ne sais pas si devenir compétitif ça fait partie des objectifs à court terme. Peut-être juste gagner quelques points serait suffisant. Mais nous avons eu un premier sondage que j'ai commandé de la Maison Palace Data, et je le répète parce que je sais qu'en ligne, Éric, il y a plusieurs personnes qui... Et je comprends la confusion, mais je ne suis pas sondeur. J'ai commandé, j'ai écrit le script pour le sondage, et c'est Palace Data, basé à Toronto, qui a performé le sondage. Et on pourrait aller là-dedans. Mais les chiffres montrent pas de changement pour la CAQ. Excuse-moi, c'est très impoli de faire ça. La semaine passée, en anglais, j'ai eu des messages pendant le balado et c'est à cause qu'il y avait des gens qui avaient traversé la chambre. Bon. Mais est-ce qu'il y a des nouvelles à Non, Québec? je ne regarderai pas. J'ai une règle. Comme en classe avec mes étudiants, on ne regarde pas les messages pendant le show. Donc, Éric, quelles ont été tes premières impressions de la première semaine de Mme Fréchette? Et surtout, on va plonger dans les chiffres. Est-ce qu'il y a un chiffre particulier avec lequel tu veux commencer aujourd'hui? Mes réactions de sa première semaine, c'était assez bon. Il y avait beaucoup de couverture de sa victoire, puis des entrevues et tout ça. J'ai pas regardé, tout le monde en parle la soirée dernière parce que... Ouais, je regarde. Il y avait des autres choses à la télé, mais je pense qu'elle était là. Oui. Mais je pense que si on voit dans les prochaines semaines un petit augmentation de l'appui pour la CAQ, je ne serais pas surpris. Le fait qu'on a vu qu'il n'y avait pas de changement
dans les jours qui suivaient sa victoire, ça me surprit un peu. Je sais qu'il y avait quelques gens qui pensaient que c'était trop tôt pour faire un sondage juste des jours après le chefferie. Mais moi, je pense que c'était peut-être des meilleurs jours pour la CAQ ou Mme Fréchette parce qu'elle était dans les nouvelles. Et c'était au moins des couvertures assez positives. Et le fait qu'on a vu que c'était 14% pour la CAQ dans ce sondage-là, ça indique que le lune de miel, peut-être ça va être assez court. On ne sait pas, mais ça, c'était ma première réaction. Les chiffres pour le sondage, c'était 32% pour le Parti libéral, 29% pour le Parti québécois, 14 pour la CAQ, 14 pour le Parti conservateur et 11% pour Québec solidaire. Toi, parce que toi, tu as reçu les chiffres avant tout le monde, tout le monde. Quelques heures à peine, oui. Oui. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était comme « wow » dans ces chiffres-là? Évidemment, on voit la plus grande variation à l'échelle nationale si on compare avec le sondage Palace précédent, qui était à la deuxième moitié de février, donc presque 2 mois. C'était le Parti libéral qui grimpe de 5 points, y compris 3 points chez les francophones. Donc, c'est pas vraiment une surprise parce que Léger avait exactement le même chiffre, ou avait 33% pour le Parti libéral. Donc, il y a bel et bien une petite hausse, on le dit, c'est modeste, pour le Parti libéral dans ce sondage-là. Le PQ, 29% en baisse d'1 point, donc c'est dans la marge. Mais l'affaire, c'est qu'avec la CAQ et le 14%, j'ai eu toutes sortes de réactions parce qu'évidemment, j'ai donné beaucoup d'entrevues et c'est pour ça que j'avais hâte de d'en parler à nos auditeurs cette semaine. Il y a des gens qui m'ont dit « c'est beaucoup trop tôt pour faire un sondage sur Mme Fréchette, elle vient d'arriver ». OK, mais on a eu des sondages hypothétiques pendant la campagne à la chefferie qui montraient que Mme Fréchette aurait, et on parle au conditionnel ici, aurait une chance de relancer la CAQ. Alors c'est bien, je crois, d'avoir une ligne dans le sable, de tracer une limite. Ça, c'est le début de l'ère Fréchette, la fin de l'ère Legault. Voici le premier sondage. Et les autres sondages pourront nous dire s'il y a du changement. Sauf que, Éric, si ce sondage avait eu 18% pour la CAQ ou 17% pour la CAQ, une augmentation juste au-delà de la marge d'erreur du sondage, qu'est-ce que la classe politique et médiatique aurait dit? Qu'est-ce que nous aurions dit? Nous aurions dit « Ah, mon Dieu, la CAQ peut enfin respirer, Legault est parti, on a une nouvelle première ministre, et la CAQ a gagné 3-4 points, et on attribuerait cette hausse à l'arrivée de Mme Fréchette. On ne se gênerait pas pour le faire. » Là, il n'y en a pas de changement. Alors, est-ce que c'est trop tôt? Oui, peut-être c'est trop tôt, mais on peut dire que dans l'instantané, il n'y a pas eu je ne veux pas dire de lune de miel parce que c'est pas le bon terme, mais il n'y a pas eu de hausse instantanée des appuis à la CAQ en insérant le nom. Et bien sûr, je le répète, le nom des chefs de parti était bel et bien inclus dans le questionnaire. Ça dit, est-ce que vous voteriez pour la Coalition Avenir Québec dirigée par Christine Fréchette? C'est ça le verbatim du questionnaire. Alors, il n'y en a pas de changement. Est-ce qu'il va y en avoir dans le futur? On ne le sait pas. On verra bien les prochains sondages. Mais je crois, encore une fois, que la ligne dans le sable était importante pour les futures analyses. Je pense que les chiffres démographiques étaient très intéressants. On a vu parmi les francophones, le Parti québécois est maintenant à 34% d'appui, qui me semble est assez bas. 21% c'est un pour peu les plus libéraux. bas. Et voilà, on a des tableaux et tout ça, c'est professionnel. Mais si tu écoutes le balado et tu vois pas ce balado. Tu entends le papier, YouTube. c'est que je... Oui, OK. Philippe a mis des tableaux dans l'écran. Mais c'est 34% pour le Parti québécois, 21% pour les libéraux, 18% pour la CAQ, 13% pour les conservateurs et Québec solidaire, parmi les francophones. Et quand on voit les chiffres régionaux, on voit que c'est presque c'est le Parti québécois en première place dans les régions, mais c'est presque une course à 4. On voit aussi à Québec, c'est un peu compliqué. 34% pour les conservateurs, 24% pour le Parti québécois, 20% pour la CAQ. Et à Montréal, dans la grande région de Montréal, c'est un avantage pour les libéraux, mais quand c'est divisé entre l'île de Montréal et les banlieues, on peut voir que c'est assez serré dans le banlieue. Mais avec ces chiffres comme ça, ça va être difficile pour le Parti québécois ou les libéraux de gagner un gouvernement majoritaire. Oh boy, oui. Ben écoutez, avec ces chiffres-là, le PLQ ne peut pas être majoritaire. Ça, disons-le immédiatement.
Le PLQ va mieux. Le PLQ a des bonnes projections. Ma dernière projection, et on va en reparler un peu plus loin, c'était 49 sièges pour le PLQ, mais c'est en moyenne. Mais le plafond du PLQ demeure limité parce que justement, il traîne la patte auprès des francophones. Donc, les chiffres auprès des francophones, tu l'as mentionné, 34 Parti québécois, 21 Parti libéral, donc un écart de 13 points. Le sondage précédent de Palace en février, l'écart était de 19 points. Donc, encore une fois, Palace voit un peu la même chose que Léger. Il y a eu un resserrement des intentions de vote auprès des francophones, même s'il y a toujours un clair avantage pour le Parti québécois. Ce que tu as mentionné sur les banlieues de Montréal, 33 circonscriptions, 33 ou 34 circonscriptions dans les banlieues de Montréal, donc ça comprend le 4-5-0. Et on ne sait pas vraiment les chiffres parce que ça va changer. Mais... Bien sûr. Oui, c'est vrai, avec la Cour suprême qui va se pencher sur la nouvelle carte, on va bientôt voir s'il y aurait une circonscription de plus dans les banlieues, une de moins à Montréal. On va revenir là-dessus éventuellement quand ça sera décidé. Mais si le Parti libéral est compétitif avec le PQ dans le Grand Montréal, dans les couronnes de Montréal, ça fait plusieurs sièges qui deviennent soudainement compétitifs et on regarde la carte fédérale de M. Carney, où il a réussi à remporter les couronnes rapprochées, les Basses-Laurentides, plusieurs sièges en Montérégie. Est-ce que Charles Milliard est capable de répéter cette carte-là? Ça va être difficile, mais pour l'instant, les chiffres, du moins, sont favorables. À Québec, Éric, on peut comprendre le Parti conservateur du Québec et Éric Duhaime d'être extrêmement content de voir ces chiffres-là. J'ai toutefois un bémol. Je n'enlève rien, c'est vrai que ça fait des mois et des mois, en fait des années, Éric, que l'on voit le PCQ très fort à Québec, compétitif avec le Parti québécois, des fois de justesse en première place. Là, c'est 10 points d'avance, 34 PCQ, 24 PQ dans la grande région de Québec. Cependant, c'était un petit échantillon. Palace n'a récolté qu'environ 150 répondants dans la grande région de Québec, ce qui n'est pas anormal. La grande région de Québec, c'est 800 000 personnes, c'est à peu près 10% de la population québécoise. Et donc, c'est pas anormal comme sous-échantillon, mais il faut faire attention, il y a une grande incertitude. Ce qui m'a étonné dans ces chiffres-là, c'est qu'il y a eu un rebond de la CAQ à Québec, où j'avais vraiment l'impression que la CAQ était morte à Québec. Alors, est-ce que Mme Fréchette redevient compétitive à Québec, arrive à diviser le vote davantage, qui laisse faufiler le PCQ, particulièrement dans les couronnes de Québec? C'est possible, mais on a besoin de plus de données pour vraiment l'affirmer, et du côté du PCQ, pour vraiment commencer à sortir les chapeaux. Bon. Alors, il faut vraiment faire attention. Tu avais mentionné les régions. Oui, les régions, le PQ est toujours en avance, mais encore une fois, l'avance est réduite. 33% dans le reste du Québec, 20% pour les conservateurs, 22% pour les libéraux. Et donc, on s'enligne vers une guerre de tranchées dans les régions. Évidemment, quand on parle des régions, on s'entend que Gatineau, l'Estrie, l'Abitibi et le bas du fleuve, c'est pas la même chose. Là. Ouais. Mais on met tout ça ensemble et on voit que finalement, peut-être que ça va être plus serré que l'on pense. Oui, pour moi, c'est la question-là. Est-ce qu'on va voir que, par exemple, les conservateurs, ils vont avoir 20%, presque 20% partout dans les régions, et donc ça va donner aucun siège pour le parti, ou est-ce qu'il va y avoir une concentration d'appui pour les conservateurs quelque part? On sait que, oui, l'Estrie et l'Outaouais, ça va être bon pour les libéraux, et on peut, dans l'est du Québec, la Gaspésie, le Côte-Nord, ça va être bon pour le Parti québécois, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais est-ce qu'il va y avoir assez de division du vote, que c'est possible d'imaginer une victoire pour les conservateurs ailleurs que dans la grande région de Québec, ou même peut-être la CAQ avec... on ne sait pas, c'est pas possible. Moi, si les chiffres restent comme ça, je suis certain qu'il va y avoir des sièges où ça va être... Il va y avoir des victoires avec 29%. Oui, exact. Et ça, c'est difficile à prédire parce que c'est possible pour presque chaque parti d'avoir une douzaine de sièges où c'est possible, au minimum, d'avoir 29% du vote. Mais on verra. Je pense pas que ça va rester comme ça. Mais ouais, ça va être assez intéressant. Et on sait qu'on va avoir des chiffres aussi de Léger bientôt. Oui. Et on verra si ils ont un portrait similaire ou non. Veux-tu discuter un peu les chiffres pour les chefs? Donc, le deuxième volet du sondage Palace publié par l'Actualité, ça s'était publié jeudi, c'était les chiffres personnels des chefs.
Donc, Pallas fait un sondage en continu, en suivi, avec les mêmes questions, le même questionnaire, la même méthodologie, les mêmes choix de réponse depuis plus de 2 ans maintenant. Et lorsqu'on regarde les chiffres des chefs, d'abord, il y a quelques constats. On voit que beaucoup de Québécois n'ont pas d'opinion forte encore sur Christine Fréchette et Charles Milliard, ce qui est tout à fait normal. Les deux viennent d'arriver sur la scène politique. Les deux ont des taux d'appréciation. C'était -1 pour Charles Milliard, -4 pour Christine Fréchette, mais avec beaucoup d'opinions neutres et de je ne sais pas. Alors, on se garde une réserve là-dessus. Et pour monsieur Plamondon, le chef du Parti québécois, c'était son pire score. Depuis que Pallas a commencé à faire son suivi, il était le chef le plus populaire pendant très longtemps, et de sondage en sondage, on voit les chiffres s'éroder. Pour ceux qui suivent mes médias sociaux, j'ai publié le tableau où est-ce qu'on voit de mois en mois presque les impressions positives reculer, les impressions négatives ou défavorables grimper, à un point tel que même si M. Plamondon récolte quand même 1/3 d'opinions défavorables, on est presque à la moitié des répondants qui ont une opinion défavorable de M. Plamondon. J'ai hâte de voir ce que Léger va publier plus tard cette semaine, parce que les derniers sondages Léger avaient encore M. Plamondon dans le positif. La question n'est pas tout à fait la même, mais c'est vraiment proche. Est-ce que vous avez une bonne opinion ou une mauvaise opinion? Ou est-ce que vous avez une impression favorable ou une impression défavorable? La différence entre les sondages Léger et Pallas, c'est que Pallas a l'option neutre. J'ai pas une opinion forte, j'ai une opinion neutre, alors que ce n'est pas le cas dans Léger. Et je ne dis pas qu'il y en a un qui est bon, un qui est mauvais, mais lorsqu'il y a l'option de dire j'ai une opinion neutre, je pense que ça permet de mieux ressortir les opinions fortes. Alors, on verra les nouveaux chiffres de Léger, mais pour M. Plamondon, c'est encore lui qui a le plus d'impressions positives, mais ses impressions défavorables ont grimpé au cours des derniers mois. Mais c'est pas surprenant. On a vu que l'appui pour le Parti québécois a baissé de 10 points. Il va avoir un effet pour le chef du parti. Et on sait que c'est difficile quand les défavorables, les mauvaises opinions, ça grimpe. C'est difficile. C'est difficile de convaincre des gens qui t'aiment pas, qui ne t'aiment pas, de retourner dans la bercaille. Donc, on verra si, et encore là, si on va voir les chiffres similaires pour Léger. Le fait que c'est comme un peu égal, favorable, défavorable pour Charles Milliard et Christine Fréchette, ça c'est intéressant, mais on peut dire que quand c'est un nouveau chef, un nouvel chef, il y a toujours des gens qui vont dire s'ils aiment ou n'aiment pas quelqu'un seulement à cause de leur affiliation partisane. Donc, et ça fait partie, c'est normal, il n'y a pas de... C'est le cas pour tout le monde. M. Plamondon, dans ses opinions, dans ses impressions défavorables ou opinions négatives, il y en a qui entendent chef du PQ, non, je veux rien savoir. Et c'est normal, c'est le cas pour tous les chefs. Mais cependant, je voudrais juste te mentionner Charles Milliard, Éric. L'historique, c'est le 3e sondage Pallas qui teste le nom de Charles Milliard dans les impressions favorables des chefs. Il y en avait un en janvier, il n'était pas encore chef, mais on présumait qu'il allait devenir chef. Les opinions défavorables de M. Milliard, janvier, février, avril. 33, 30, 32. Donc, ça bouge pas. C'est dans la marge d'erreur tout le temps. Les opinions favorables, 20% en février, 20% en janvier, 23% en février, 31% en avril. Et donc, les opinions défavorables n'ont pas bougé, les opinions favorables ont grimpé. C'est corrélé avec la hausse du PLQ, mais il ne peut pas rester là. S'il reste à 31% de favorables et un tiers qui sont neutres, ça ne sera pas suffisant. Alors, je pense qu'on va voir une plus grande polarisation de ces chiffres au fur et à mesure qu'on avance. Monsieur Milliard est comme en audition présentement. Il y a beaucoup de Québécois qui ne le connaissent pas, et quand tu as une opinion pas très forte ou neutre d'un chef, ça peut tomber d'un côté comme de l'autre, et je pense que ce suivi-là dans les prochains mois va être particulièrement intéressant à suivre. Si on voit que M. Milliard rentre dans la zone positive, peut-être que c'est signe que le PLQ va être plus fort que l'on pense à l'élection, et bien sûr, le contraire est aussi vrai. Il suffirait de quelques gaffes pour que ces chiffres basculent du côté négatif. Une chose que je trouvais intéressant, que c'était sur la question de le meilleur premier ministre. Oui. Et on peut dire que peut-être Christine Fréchette, elle est un atout
pour la CAQ. Parce que dans cette question-là, il y a l'option de, je ne sais pas, ou peut-être... Ouais. Aucun. Est-ce qu'il y a une option pour n'importe... Il n'y a aucun et je ne sais pas. Okay. Aucun de ceux mentionnés et je ne sais pas. Oui. OK. Mais on voit que l'appui pour Charles Milliard et Paul Saint-Pierre Plamondon est plus bas que l'appui pour le parti après le répartition des indécis. Ouais. C'est la même chose pour Éric Duhem et Rouba Ghazal, mais Christine Fréchette a 14% dans cette question-là et la CAQ est aussi à 14%. Donc ça indique que peut-être elle pourrait avoir un effet positif sur l'appui pour la CAQ. Pas beaucoup, mais ça. Au moins ça donne un peu de l'espoir pour la CAQ que peut-être les prochains sondages, quand Mme Fréchette va être dans les nouvelles plus souvent et sa notoriété va augmenter, que peut-être il va avoir des meilleurs chiffres pour la CAQ. Je ne dirais pas que soudainement ça va être une course à 3, mais si dans les prochains sondages on voit que la CAQ est à 18%, là, c'est possible d'imaginer au moins quelques députés et peut-être des surprises pendant la campagne électorale. C'est un point, Éric, que tu mentionnes qui va être, je crois, avancé par les optimistes de la CAQ. Faut être très optimiste. Parce qu'en effet, oui, Christine Fréchette à 14%, y compris les indécis et ceux qui disent aucun, plus élevé que la CAQ parmi les électeurs décidés et enclins. C'est quelque chose, mais lorsqu'on découpe même chez les francophones le choix, en fait la question, je vais la dire, la question formulée, c'est selon vous, lequel des chefs de partis politiques provinciaux suivants ferait le meilleur premier ministre? Au niveau national, au Québec, 26% Charles Milliard, 23% Paul Saint-Pierre, et je suis pas mal sûr que c'est la première fois qu'on voit cette question-là où Plamondon ne mène pas depuis l'automne 2023. Mais bon, ça reste que ces 3 points d'écart, c'est très serré. Mais auprès des francophones, M. Plamondon récolte 27%, Christine Fréchette 18%, Charles Milliard 17%. Alors, M. Plamondon, évidemment, performe mieux auprès des francophones, mais c'est pas une domination non plus. Il y a un quart des francophones qui croient que M. Plamondon est le meilleur choix de premier ministre. C'est juste que les autres sont tellement plus bas qu'il est en tête. J'enlève rien à M. Plamondon, mais c'est pas des chiffres très reluisants, ça. Et pour Mme Fréchette, elle est à égalité avec Charles Milliard auprès des francophones, Éric. Alors, tu as avancé un argument plus optimiste pour la CAQ. Ça, c'est peut-être une douche d'eau froide. Je sais pas. J'ai hâte de voir ils ont besoin de quelques points d'optimisme, au moins. Ça fait dur à la CAQ. C'est difficile. Ouais, OK. Et finalement, on a eu aussi, ça c'est nouveau, c'est des chiffres sur la souveraineté. OK. Donc, évidemment, dans chaque sondage Palace Data au Québec, on pose la question sur la souveraineté. Encore une fois, pour faire un suivi, pour voir les variations au fil du temps. Et les variations sont faibles, mais ça fait plusieurs mois qu'on remarque que les appuis à la souveraineté reculent quelque peu. C'est encore... pas compétitif, c'est pas le terme que je veux, mais c'est encore dans les marges. Mais donc, si un référendum avait lieu sur la souveraineté du Québec, voteriez-vous pour ou contre la souveraineté du Québec? Contre 63. Et ça, c'est le plus élevé qu'a mesuré Palace depuis qu'on a commencé le suivi en 2023. Pour 31%. Et ça, c'est le plus bas que mesuré Palace depuis longtemps. Léger avait des chiffres un peu plus bas que ça encore. Je pense qu'il y avait 29 le mois dernier. Ouais, c'était 29,70 ou quelque chose? Quelque chose comme ça, ouais. Là, c'est 63-31. Donc, c'est du 2 pour 1. Il y a 6% d'indécis. Donc, par rapport au sondage précédent, c'était 60% contre, 32% pour. Donc, une augmentation de 3 points de l'opposition à la souveraineté, c'est à la limite de la marge d'erreur. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des variations très élevées, mais ça ne va pas dans le bon sens pour le camp souverainiste. Et une deuxième question qu'on a posée, et on avait posé la même question en septembre. Je vais lire encore une fois le verbatim, Éric, si tu me permets. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a déclaré que si le PQ remportait les prochaines élections, son gouvernement organiserait un référendum sur la souveraineté dès son premier mandat. Est-ce que vous êtes favorable ou défavorable à cette idée? Donc, encore une fois, c'est la même formulation que la question à l'automne dernier. Très défavorable. Un petit peu, j'ai perdu les chiffres là. Très défavorable, 53%. Très favorable, 13%.
Et si on regarde les plutôt défavorables et les plutôt favorables, au total, ça fait 70 défavorables et 26 favorables. Alors, il y a un quart des répondants québécois qui se disent favorables à un référendum, ce qui est en fait en dessous du chiffre, ou du moins tout près du chiffre pour le Parti québécois. Alors, j'ai vu M. Plamondon, il a publié des pages entières de journaux pour dire les nationalistes déçus de la CAQ, revenez à la maison, vous voulez avoir un gouvernement nationaliste, votez pour le Parti québécois. Je pense que c'était exactement la bonne stratégie pour M. Plamondon, mais il reste que l'histoire du référendum va jouer encore dans l'esprit de plusieurs, parce que ces chiffres-là me disent que la vaste majorité des Québécois, y compris les francophones, ne veulent pas de référendum, et ça pourrait agir comme un boulet pour le PQ. Éric, tes impressions? Oui, c'est dangereux pour le Parti québécois parce que si c'est un plafond, ça va être difficile de remonter à 35-38% dans les sondages. C'est toujours possible parce qu'on voit que, oui, il y a 31% qui disent qu'ils voteraient pour, mais ils ne veulent pas vraiment cette option-là. Il y a au moins 5% qui voteraient pour, mais aimeraient que le Québec n'a pas un référendum dans les prochaines années. Et c'est des chiffres qui indiquent que la stratégie pour le Parti libéral, c'est assez clair et assez facile. Et c'est la vieille stratégie du Parti libéral. Et peut-être ça pourrait fonctionner plus que dans des élections dans le passé, parce que je pense pas qu'on a vu cette question très, très souvent dans le passé, comme dans les années 2000 ou 2010, mais je dirais que l'appui pour la souveraineté était plus haut à l'époque, souvent autour de 40%. Et je dirais que probablement le pourcentage des Québécois qui voulaient un référendum ou pensaient que c'était une bonne idée était plus haut que 26. Donc, pour le Parti québécois, je pense que quand le débat était il faut changer le gouvernement, ça, c'était la priorité. Et le fait que le Parti québécois a promis un référendum, c'était comme, OK, ben c'est plus important de changer le gouvernement et on va dealer avec ça après. Mais maintenant que ça va être, c'est quoi le choix pour les prochaines années entre le Parti libéral maintenant et le Parti québécois, je pense que ça va changer la donne. Et oui, c'est pour ça que la campagne maintenant, ça va être serré et c'est imprévisible. Je vais faire un contrepoids ici à un de tes arguments. Je pense que quand on regarde les chiffres divisés comme ça avec 5 partis, le Parti conservateur qui est certainement pas négligeable, mais qui l'était il y a 15 ans, le Parti libéral ne peut pas juste dire PQ, référendum, votez pour nous, parce qu'ils ne sont pas la seule option. Il reste encore des caquistes. Monsieur Duhem, chef du Parti conservateur, a des bons chiffres à Québec et dans Chaudière-Appalaches, pourrait remporter la balance du pouvoir dans le gouvernement minoritaire, possiblement. Et M. Duhem l'a dit, il n'y aura pas de référendum avec nous non plus. Et donc, le PLQ a besoin de beaucoup plus que juste vous voulez pas de référendum, nous, on n'en fera pas. Mais juste pour boucler la boucle là-dessus, j'ai mentionné qu'on avait posé la même question en septembre. Les résultats en septembre, 64% défavorables. Aujourd'hui, c'est 70%. Bien au-delà de la marge d'erreur. 31% étaient favorables à un référendum. Aujourd'hui, c'est 26%, donc moins 5%. Alors, on voit qu'il y a une légère baisse du PQ, une hausse du PLQ, qui coïncide avec M. Plamondon qui a des pires chiffres, et l'appui à la souveraineté et l'appui à tenir un référendum, tout ça est en baisse. Alors, les données sont congrues. Est-ce que c'est possible que ce sondage Palace ait capturé un petit pourcentage de plus de fédéralistes que de souverainistes à l'habitude? C'est possible. Mais les données sont congrues. Et encore une fois, c'est de la méthode aléatoire. Alors, si ces chiffres-là sont un peu trop du côté des rouges, on va le savoir au prochain sondage. Mais c'est juste que quand tout pointe dans la même direction, ça permet d'avoir plus de foi que ces chiffres-là représentent la réalité, que si c'était tout en désordre. Oui, il faut dire qu'il y avait un sondage léger qui date avant la fin de la course de la chefferie. Oui. Et les chiffres étaient similaires. 33 pour le Parti libéral, 32 pour le Parti québécois, 13 pour la CAQ. Donc, ça, c'est entre la marge d'erreur et
il y avait des choses qui ont changé dans les dernières semaines, donc c'est tout à fait plausible de voir des petites différences comme ça. Mais j'ai très hâte de voir le prochain sondage, parce que c'est la première fois qu'on voit un avance pour le Parti libéral qui est assez important. Je sais que c'est techniquement dans la marge d'erreur, mais pour le sondage léger, c'était une avance de 1 point qui est presque... c'est une égalité. Ouais. Mais une avance de 3 points, ça commence à être quelque chose. Et si c'est corroboré par léger plus tard cette semaine, on verra si le Parti québécois va changer de stratégie, mais ce n'est pas une avance de 15-20 points comme on a vu il y a un an. Même juste en novembre. Le sondage Palace en novembre avec 15 points pour le Parti québécois. 15 points d'avance pour le Parti québécois. Alors, 15 points d'avance pour le PQ, c'était une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. On parle de peut-être 85 sièges. Là. Mais avec une inégalité comme ça, on se dirige... Si une élection avait lieu le mois prochain et qu'on voyait des chiffres comme ça, je pense qu'on serait d'accord pour dire que c'est probablement un gouvernement minoritaire à Québec. Évidemment, il reste encore beaucoup de temps. Il pourrait y avoir une polarisation des chiffres. Peut-être que les conservateurs vont perdre des points, peut-être qu'ils vont en gagner, peut-être qu'il va y avoir une division supplémentaire, peut-être que la CAQ va s'effondrer. L'exemple, je pense que tu l'avais mentionné dans notre balado en anglais, mais l'exemple de Kim Campbell est souvent revenu, une femme qui arrive au poste de première ministre, c'était du Canada bien sûr en 1993. La différence avec Kim Campbell et sa défaite qui a suivi, c'est qu'entre la défaite et son arrivée, son parti a remonté dans les sondages. Au point tel, et là tu me corriges si je me trompe, Éric, mais au début de la campagne, en septembre 1993, le PC et les libéraux étaient virtuellement à égalité. Et le PC a eu une mauvaise campagne. Donc, Mme Fréchette a besoin d'une excellente pré-campagne et elle doit maintenir le rythme pour la campagne. La CAQ a besoin d'un miracle. On va le dire, la CAQ a besoin d'un miracle pour revenir au pouvoir l'automne prochain. Je ne sais, même si elle est compétente, même si elle est très gentille et très intelligente, je ne sais pas si Mme Fréchette a un miracle en elle. Mais si elle arrive à mener la CAQ à la survie du parti, même si le parti n'est pas compétitif pour le pouvoir, est-ce qu'on va voir ça comme une victoire morale ou une demi-victoire? Peut-être, on verra bien. Peut-être on peut finir avec quelques mots sur les élections partielles qu'on a vues au niveau fédéral, surtout à Terrebonne. On a un gouvernement majoritaire maintenant à Ottawa. Mark Carney avec les transfuges, mais aussi avec les 3 victoires, 2 à Toronto et 1 à Terrebonne et maintenant dans le territoire majoritaire. Et on verra s'il va y avoir des autres élections partielles, surtout Rosemont-la-Petite-Patrie, si Alexandre Boulris décide d'aller au Québec solidaire. Nous, on a fait un live stream, un en direct des résultats à Terrebonne et je suis toujours surpris, je suis toujours un peu bouleversé que c'était si serré entre les deux partis, mais que le vote était si polarisé entre les deux, les libéraux et le Bloc québécois. Vraiment, et au cours de la soirée, et d'ailleurs, merci à tous ceux qui sont passés nous voir. On a fait la diffusion en direct en bilingue, et il y a plusieurs gens qui m'ont écrit pour me remercier d'avoir fait ça. Je veux dire, Partiel à Terrebonne, c'est sûr qu'on allait avoir des discussions en français aussi, mais... Par rapport à ce que tu dis, la polarisation, il y avait vraiment un sentiment de deuxième tour comme en France, n'est-ce pas? C'était le premier tour, c'est fini à égalité entre les libéraux et le Bloc québécois, et donc il y a un deuxième tour, et ça a presque fini en égalité encore une fois. Il y avait un moment dans la soirée où la marge était un vote. Oui, un vote exact. entre les deux. C'est comme, imagine. On n'en finira plus, les gens de Terrebonne vont aller voter à chaque 6 mois. Donc, mais... par rapport à la victoire des libéraux à Terrebonne, c'est une bataille de terrain que les libéraux ont gagnée. La candidate défaite, l'ancienne députée défaite, Sainte-Claire-Desgagnés, du Bloc québécois, peut vraiment partir la tête haute. Si je t'avais dit, Éric, qu'elle obtiendrait presque 47% du vote, mais qu'elle perdrait quand même, ça serait complètement loufoque comme idée. 47% du vote, d'habitude, tu gagnes. On reviendra pas trop là-dessus parce qu'on en a parlé abondamment, mais quand même, il faut le dire, le grand perdant de la soirée, c'était le Parti conservateur du Canada et Pierre Poilievre. Ils n'ont pas fait une campagne active nécessairement dans les 3 circonscriptions, celle de Toronto et à Terrebonne,
Mais nous n'avons pas l'habitude de voir les électeurs conservateurs ne pas se présenter pour des élections partielles. Et les élections partielles, ce sont des événements locaux. Alors, il faut faire attention pour ne pas trop exagérer notre analyse et la conséquence de ces résultats-là. Mais d'habitude, les électeurs conservateurs se présentent aux élections partielles. Ils ne l'ont pas fait. De tomber de 18% l'an dernier à Terrebonne à 3%, il y a des questions qui doivent se poser. On m'a répondu, oui, mais les conservateurs n'étaient pas compétitifs à Terrebonne. Vrai, mais ils ne se sont même pas présentés, alors que d'habitude, ils le font. Oui. Si je mentionne les comtés, La Salle-et-Mort-Verdun, Notre-Dame-de-Grâce, Westmount et Saint-Laurent, est-ce que tu dirais que c'est des comtés où les conservateurs étaient dans la course? Non, même pas proche. Non. Mais on a vu dans ces élections partielles qui sont survenues dans les dernières années dans ces trois comtés-là, à Montréal, à Québec, où il n'y avait pas vraiment la possibilité d'imaginer une victoire pour les conservateurs, leur vote a présenté. Leur vote a sorti. Donc, pourquoi ça n'a pas sorti à Terrebonne? Oui, il y avait cette course entre les deux partis, mais il y avait on a vu les mêmes baisses d'appui à Toronto, où c'était pas des courses à deux. Donc, je pense que c'est un problème pour les conservateurs. J'ai regardé, c'était les pires résultats pour le Parti conservateur dans toute l'histoire, dans cette région du Québec. Au moins deux fois où les conservateurs ont eu moins de votes, c'était en 1917 et 1953, quand les libéraux ont gagné par acclamation. Il n'y avait pas un conservateur sur le bulletin du vote. Et c'était les seules élections où on a vu moins d'appui pour les conservateurs. Et je sais que Terrebonne peut-être va jamais voter pour le Parti conservateur encore. Ça ne va pas être comme les années 80. Mais au moins, on a vu dans les dernières élections que les conservateurs ont bien performé dans le banlieue de Montréal. Il y avait 10 000 votes. Ils ont eu 10 000 votes à l'élection générale, les conservateurs à Terrebonne. Moi, je pense que je sais qu'il y a des excuses qu'on entend des conservateurs, mais je pense que la réalité, c'est que ce résultat-là, même si c'est un peu exagéré, ça indique que les sondages ont pas tort. OK. Intéressant. Est-ce que ça va être tout pour cette semaine, Philippe? Donc, allons-y. Est-ce qu'on parle du chiffre de la semaine, Éric? Nous allons bien sûr répondre. On ne fait pas ça souvent. On ne fait pas ça en français? OK, ben j'en ai un quand même. Je vais le dire mon chiffre. Vas-y. Mais sachez que nous allons répondre aux questions de nos membres et nous avons eu plusieurs excellentes questions. Si vous voulez avoir accès justement à nous poser des questions directement et qu'on puisse y répondre au balado, www.leschiffres.ca. C'est notre page Patreon pour devenir abonné. Mon chiffre de la semaine, je l'ai juste ici, Éric. Est-ce que vous êtes favorable ou défavorable à la tenue d'un référendum dans un premier mandat? 37% défavorable, 61% favorable. Ça, c'est chez les électeurs du Parti québécois. Donc, il y a 6 électeurs péquistes sur 10 qui sont favorables à la tenue d'un référendum hâtif. Quand on dit que M. Plamondon doit se méfier, que promettre un référendum et promettre l'indépendance avant 2030, c'était une excellente stratégie, je le répète, lorsque le PQ était à 15% dans les sondages. Mais maintenant que le PQ est en position de pouvoir prendre le pouvoir et qu'il voit ses chiffres baisser quelque peu, qu'il voit son rival historique, non pas dans le rétroviseur, mais juste à côté de lui maintenant, il doit avoir une modulation de ce message-là selon les chiffres. S'il décide de plonger tête première là-dedans, ça pourrait fonctionner, mais ça pourrait aussi polariser le vote contre le Parti québécois. Donc, c'est certainement à suivre. Les chiffres, il va y avoir un sondage, je vais commander un sondage Palace, un par mois. Je sais que Léger avec les médias de Québécois aussi, c'est un par mois. Donc, on devrait avoir un suivi au cours des prochains mois. OK. Moi, je vais choisir deux chiffres, si je peux. Vas-y. 1 ou 2. Plus tard cette semaine, la Cour suprême va se trancher. Peut-être, c'est possible, on va avoir une décision, mais de savoir si la Gaspésie va avoir 2 ou 1 siège dans l'Assemblée nationale. Est-ce que Gaspé et Bonaventure, ça va continuer d'être 2 comtés, ou est-ce qu'ils vont être fusionnés entre 2 pour être le nouveau comté de Gaspé-Bonaventure? On verra. Aucun commentaire éditorial sur cette décision.
Merci beaucoup tout le monde. Merci Eric. Nous allons passer maintenant au courrier de nos membres. Merci beaucoup tout le monde et une très bonne semaine.